Hello à tous, donc on va aller décortiquer un petit peu cet article en question. Je m'excuse par avance si je ne montre pas mon visage pour l'instant, j'ai subi une lourde opération il y a 10 jours et je m'en remets gentiment, donc vous n'aurez que ma voix qui est aussi en réparation en ce moment. Bon, vous verrez que dans cette vidéo qui justement décrit cet article, il tient clairement des propos qui sont transphobes, il y a l'incitation à la violence. C'est une claque dans la gueule et tu vas dans ta chambre, au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Mais je sais pas, je suis père de famille, tu lui fous une claque au psychologue. Sa tête, elle fait un 360, il joue à l'exorciste. Tu fais un peu aussi comme Léo Dagan, tu vois, alors bah. Il considère les enfants comme des propriétés sur lesquelles on a tout droit moral, physique. Si ma fille, j'ai envie de l'appeler placard à balai ou chihuahua et de l'identifier comme ça, c'est mon droit le plus total. Personne n'a le droit de me retirer ce droit. Mon enfant, c'est mon sang, c'est ma propriété, j'ai le droit de vie ou de mort dessus. Mais faisons un effort, contrairement à lui et puis à l'article justement qu'on va lire, de ne pas prendre parti justement et de se laisser influencer par nos émotions. Et on va vraiment essayer de se concentrer uniquement sur les faits, les liens qui sont cités dans cet article. Hoogland, en revanche, pense que l'intérêt supérieur de sa fille réside dans la préservation de la santé de son enfant, au cas où son enfant se retrouverait parmi les 85% environ d'enfants qui renoncent à croire qu'ils sont du sexe opposé une fois la puberté terminée. Il commence avec cette phrase, donc, où c'est marqué que 85% des enfants regretteraient leur choix. Quand j'ai cliqué sur ce lien, on trouve cette phrase dans les résultats. Les résultats du traitement de suppression de la puberté chez les adolescents ont montré une sécurité raisonnable et de bons résultats en ce qui concerne la satisfaction des patients et le fonctionnement psychosocial. Je sais pas s'ils ont mal lu ou si... Mais bon, là on n'y est pas du tout. Et je te raconte pas le nombre de dépressions, de suicides et de mal-être qu'il y a parce que tu t'es fait enlever la poitrine, les nichons et tout le bazar, puis 6 semaines plus tard, tu dis « Ah, j'en ai marre de faire la vaisselle, je vais me les remettre ». Alors par rapport à ça, il faut savoir qu'on trouve beaucoup plus d'études qui disent le contraire, que justement la transition améliore nettement la qualité de vie, la santé physique et morale et mentale des personnes trans. Je vais vous montrer par exemple 3 études. Le résultat de l'étude indique que les hommes trans qui ont reçu de la testostérone ont un niveau plus faible de dépression, d'anxiété et de stress et un plus haut niveau social de santé et de qualité de vie. Deuxième étude que j'ai pu trouver, on a comme résultat et conclusion, la présente étude prouve que les hormones et la chirurgie ont un effet positif sur le psychosocial des adolescents transgenres, comparé à ceux qui ne reçoivent pas de traitement hormonal. Allez, une petite troisième pour la route. Cette étude confirme le bénéfice d'une thérapie hormonale sur les personnes qui sont diagnostiquées avec une dysphorie de genre. Donc c'est bien beau de balancer des chiffres comme ça, mais il y a de la matière de l'autre côté à prendre en compte quand même. Que se passe-t-il lorsque la bulle explose et que l'illusion se termine ? Elle ne pourra jamais redevenir une fille dans le corps sain qu'elle aurait dû avoir. Comme on a pu le voir juste avant, et pour vous rendre compte à quel point il y a vraiment pléthore d'études qui montrent que les personnes trans sont bien plus épanouies après transition, on va se remettre quelques études dans le nez, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment fourni leur article en lien solide. Cette autre étude, la détresse peut être évitée en établissant une congruence entre les sexes, l'identité de genre et le rôle du genre, si nécessaire à travers des hormones et une chirurgie de réassignation sexuelle. Allez, une en plus, les hormones, affirmant le genre et la masculinité de l'appareil thoracique chez les hommes transgenres, sont associées à des améliorations de la santé mentale et de la qualité de vie. Une étude de plus qui conclut l'utilisation d'hormones sexuelles croisées a été associée à une amélioration de la qualité de vie, à la dépression et au score d'anxiété. Et une petite dernière pour la route. Dans des études à court terme, le traitement hormonal d'affirmation du sexe avec à la fois de l'œstradiol et de la testostérone s'est avéré sûr et améliorait la santé mentale et la qualité de vie. Bon, voilà. Donc on a quand même un peu de matière de l'autre côté. La clinique savait depuis 9 ans que les bloqueurs de la puberté étaient à la fois inefficaces pour la détresse psychologique et nocifs pour la santé physique. Il a choisi de ne pas divulguer ces informations aux patients, au public et apparemment au tribunal lui-même. Alors là, concernant justement cette fameuse phrase, je sais pas trop de quel lien il parlait, donc je suis remonté sur ce lien, sur ce tweet. En fait, on arrive finalement sur un article, pas du tout scientifique, qui décrit le cas d'une personne, qui balance des chiffres, des stats comme ça, dont notamment effectivement cette phrase, au moins une demi-douzaine d'études, bon ça veut dire 6, médicales, montrent
qu'entre 61% et 98% des enfants présentant une détresse liée au sexe se sont réconciliés avec leur sexe natal avant l'âge adulte. Je pense que du coup les 85% qui nous a sorti tout à l'heure, ça vient de là. Le seul problème, c'est que là on a une belle phrase avec des chiffres très probants, mais on n'a aucun lien nulle part. Donc là on est censé les croire sur parole. Bon bah là, on a une phrase, c'est tout. Concernant ce fameux tweet, quand on remonte au tweet et qu'on va piocher un petit peu dans les réponses, parce que le tweet en fait c'est juste un texte, j'ai pu remonter un petit peu à la source et on arrive sur ce fameux tableau. Qu'est-ce que nous dit ce tableau ? Donc il a quand même été dit que les pensées d'automutilation augmentaient significativement. Dans les faits, les personnes qui disent penser de temps en temps à se blesser et à se tuer a augmenté. Mais les personnes qui disaient y penser souvent a diminué. Donc en fait, on a une augmentation totale de personnes concernées de 3,2%, sachant qu'ils y pensent moins souvent. Donc là, on est clairement sur quelque chose de stable. Et là, effectivement, par contre, sur ce rapport-là, les adolescents qui disent « je pense à me tuer », on a effectivement une augmentation générale. Donc là, on a un début de données qui va à l'encontre de la plupart des études qu'on peut voir. Seulement, il y a des choses qui se sont bien gardées de nous dire. Parce que quand on va voir sur le rapport, donc c'est un rapport de 116 pages, où on retrouve finalement le tableau du tweet. En fait, ce tableau, c'est dans une cohorte où il y a plusieurs données. Regardons de plus près les 4 tableaux concernés. Donc il faut savoir que c'est une étude qui est faite sur 44 personnes par questionnaire où on demandait aux adolescents et à leurs parents de s'auto-évaluer. Alors concernant le fonctionnement psychologique, les adolescents ne montrent pas de changement significatif dans le fonctionnement. Concernant le score psychologique, je ne connais pas bien la différence, mais bon, analysons ce qui est dit. Les jeunes éprouvent moins de problèmes d'externalisation. Donc là, du coup, sur ce tableau-là, sur ce critère-là, c'est un changement positif. Donc on a un changement neutre, un changement positif. Sur l'automutilation, effectivement, donc on a déjà vu les données, on n'est pas vraiment sur une énorme différence. Là, oui, c'est plutôt négatif. Sur la dysphorie de genre et l'image du corps, donc là, globalement, on n'a pas non plus de changement significatif. Sur la santé et le bien-être, pas de changement significatif d'après les enfants, petite évolution négative d'après les parents. Donc, ils ont quand même envoyé un lien vers ce rapport en disant que les bloqueurs de la puberté étaient inefficaces pour la détresse psychologique et nocifs pour la santé physique. Le rapport est globalement neutre. Pour une fois, il n'est pas positif, donc ça change de ce qu'on voit d'habitude, et c'est super intéressant d'avoir des points de vue différents. Mais on est loin de cette phrase. Et surtout, quand on va creuser dans ce rapport à la page 54, parce que des appendices, il y en a plusieurs, on peut trouver, par exemple, ce score. Dans les 4 catégories, self-mutilation, tentative de self-mutilation, pensée suicidaire et tentative de suicide, le score a eu une décroissance entre le temps 0 et le temps 1, sous-entendu entre le début et la fin de l'étude. Donc dans ce fameux rapport qui est cité ici, pour dire que les bloqueurs de puberté sont nocifs, on a un rapport neutre et un rapport qui dit clairement qu'ils sont bénéfiques. Donc à moins que j'ai raté des données vraiment importantes, je ne sais pas s'ils sont partis du principe qu'on lirait pas les rapports et du coup ils ont marqué n'importe quoi, ou si j'ai raté quelque chose, d'ailleurs dites-le moi en commentaire si j'ai raté des infos importantes, mais c'est pas très probant pour l'instant. L'étude a révélé que les expériences médicales avec des bloqueurs de puberté n'amélioraient pas la santé mentale des enfants, sans déconner. No shit Sherlock. Merci Captain Obvious. Eh bien désolé Sherlock, puisque cette enquête ne semble pas être ta meilleure. On rentre dans quelque chose d'encore plus intéressant. Donc là ils me disent clairement, les bloqueurs font en sorte que les enfants se sentent plus mal derrière. Quand on clique sur ce fameux lien qui nous donne, on arrive ici. Qu'est-ce que dit ce papier ? Pas du tout déjà ce qui est marqué, notamment donc quand on va voir justement les résultats qui sont cités dans le lien que eux-mêmes ont cité, on arrive sur cette étude-là. Donc la source de la source, c'est ça. Qu'est-ce qu'on lit dans la conclusion de cette fameuse source ? Donc nous n'avons identifié aucun changement dans la fonction psychologique, c'est un petit peu différent de les enfants se sentaient plus mal, et quand même, le début, c'est l'expérience globale des patients concernant les modifications du traitement par les hormones a été positive. Sans déconner. Du coup, je suis allé me balader un petit peu dans des études qui étaient associées justement à ce rapport-là, qui parlent directement, justement, de la suppression de la puberté chez les adolescents. Première étude, résultat,
Les problèmes comportementaux et émotionnels et les symptômes dépressifs ont diminué, tandis que le fonctionnement général s'est amélioré de manière significative pendant la suppression de la puberté. Deuxième étude, y compris la suppression de la puberté, suivie par les hormones sexuelles et la chirurgie de changement de sexe, offre aux jeunes dysphoriques qui cherchent à changer de sexe des devenirs de jeunes adultes qui fonctionnent bien. Bon, là c'est la traduction Google. En gros, cela veut dire que ce processus leur permet d'arriver à l'âge adulte avec un bien-être supérieur aux personnes qui ne sont pas passées par là. Allez, une petite troisième. D'après les études publiées jusqu'à présent, il semble que les avantages l'emportent sur les risques. Les protocoles et les résultats du traitement des jeunes adolescents ont démontré que les effets néfastes de la dysphorie persistante de genre peuvent être évités. La suppression de la puberté au début de la puberté empêche non seulement la détresse sévère, mais permet également un développement sain des adolescents vivant dans le sexe approprié. Et la dernière, le soutien psychologique et la suppression de la puberté étaient tous deux associés à une amélioration du fonctionnement psychosocial global chez les adolescents dysphoriques de genre. C'était quoi le texte de base déjà ? L'étude a révélé que mes expériences médicales avec des bloqueurs de la puberté n'amélioraient pas la santé mentale des enfants. En fait, les enfants sous bloqueurs se sentaient plus mal. C'est un échec de plus, on dirait. Merci Captain Obvious. Mais de rien. Cependant, avec une chance de renoncer à 4 sur 5 et des preuves incontestables que les expériences médicales affirmant le genre nuisent au corps et ne contribuent pas au bien-être mental, quel adulte raisonnable pourrait maintenant affirmer qu'il devrait rester sur cette voie ? Alors, à cette fameuse question, quel adulte raisonnable pourrait maintenant affirmer qu'elle devrait rester sur cette voie ? J'ai envie de dire, un adulte qui écoute son enfant, un adulte qui se renseigne correctement sur ce qu'est la transidentité et sur toutes les données scientifiques qu'on a aujourd'hui. Donc désolé à toi Psyodélique, cet article avait vraiment l'air de conforter ton point de vue, mais bon je t'attends avec quelque chose de sourcé correctement la prochaine fois. Si il y a des données que j'ai oublié de dire, si je me suis trompé sur certains points, si vous voulez apporter quelques précisions, n'hésitez pas à me le dire justement dans les commentaires, puisque je tiendrai à jour un erratum dans la description de la vidéo, où justement je marquerai les petites erreurs, les petits compléments d'information, etc. dans un souci justement d'être au plus juste de ce que la littérature scientifique nous offre aujourd'hui sur ce sujet. Et si vous avez des vidéos qui ont l'air d'apporter des faits scientifiques, des chiffres concrets et que vous souhaitez que j'analyse, pareil, n'hésitez pas à me les envoyer. Je prendrai le temps de les étudier et j'y répondrai ici si effectivement la vidéo est assez sourcée. Ciao à tous et n'oubliez pas de toujours remonter à la source de la source.